Hi everyone and welcome. I'm joined today by Wang Wen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Wang Wen, professeur et doyen de l'Institut Chongyang d'études financières à l'Université Renmin de Chine. Vous êtes également vice-doyen de la Silk Road School, en plus d'occuper de nombreux autres postes. Je ne sais pas comment vous parvenez à tout gérer, alors bravo. Et bien sûr, bienvenue dans l'émission. Merci, professeur Diesen. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis très honoré de participer à votre programme. Merci. Eh bien, le sujet dont je voulais discuter avec vous, bien sûr, c'est la montée en puissance de la Chine, qui, je suppose, façonne actuellement le système international. Je pensais que nous pourrions commencer par une citation datant d'il y a environ 2 ans, lorsque Xi Jinping a dit à Vladimir Poutine « En ce moment, il y a des changements comme nous n'en avons pas vu depuis 100 ans, et c'est nous qui menons ces changements ensemble. » Cela a attiré l'attention de beaucoup de monde. Comment comprenez-vous cette ère de transformation dans laquelle nous vivons, étant donné l'ampleur de ces changements? Et, évidemment, la Chine est au premier plan. En réalité, ce n'était pas la première fois que le président Xi évoquait le soi-disant changement du siècle, ou en chinois, de grands changements qui ne se sont pas produits depuis des centaines d'années. Si l'on examine l'histoire de ce terme, à la fin de 2017, le président Xi Jinping a prononcé un discours lors d'une réunion de travail pour recevoir des envoyés étrangers et a proposé pour la première fois le concept de Faknen Binkuk, ou de grands changements qui ne se sont pas produits depuis des centaines d'années. L'idée du soi-disant changement du siècle, ou Gafnen Binkuk, est désormais devenue l'évaluation la plus classique de la situation actuelle par les décideurs chinois. Donc, comme vous l'avez mentionné, en Chine, au cours des 5 à 7 dernières années, il y a eu au moins des milliers d'articles expliquant ce qu'est un changement du siècle. En 2020, mon collègue et moi avons publié un livre intitulé « Un changement de siècle sans précédent », qui est ensuite devenu un best-seller en Chine. J'ai également rédigé un article académique sur les changements de siècle sans précédent, qui a suscité une grande réaction et un vif intérêt au sein de la communauté académique chinoise et est devenu l'un des ouvrages les plus représentatifs sur ce sujet. Ma compréhension de ce changement de siècle sans précédent diffère de celle de beaucoup de personnes. Je ne me concentre pas uniquement sur un seul siècle de changement, car nous avons évoqué les siècles. Alors, de combien de siècles parle-t-on? Parce que selon le sens de la langue chinoise, le président Xi a seulement insisté sur le mot siècle, sans préciser combien de siècles cela représente. À mon avis, il existe au moins 5 niveaux ou 5 concepts de changement séculaire. Le premier est un grand changement qui ne s'est pas produit depuis 500 ans. C'est le premier niveau. C'est-à-dire que, depuis l'essor de l'Occident, à l'époque des grandes découvertes au XVIe siècle, la civilisation occidentale connaît aujourd'hui un déclin sans précédent depuis 500 ans. Le deuxième niveau est un grand changement qui ne s'est pas produit depuis 400 ans, ce qui fait référence à l'immense transformation apportée par la révolution de l'IA, comparable à la révolution mécanique du XVIIe siècle. Parce que, comme nous le savons tous, depuis le XVIIe siècle, il y a eu 3 révolutions scientifiques et technologiques: la mécanisation, l'électrification et l'informatisation. Ces 3 vagues de révolutions technologiques ont toutes libéré certains aspects des 5 sens du corps humain. Mais cette fois, la révolution de l'IA libère notre cerveau. Ce changement immense est donc quelque chose que l'humanité n'a jamais connu au cours des 400 dernières années. Le troisième niveau est le grand changement qui ne s'est pas produit depuis 300 ans. C'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle,
le système politique démocratique établi en Occident est, à mon avis, entré dans un déclin sans précédent. La démocratie est une bonne chose, bien sûr. La démocratie est un beau mot. Democracy is a good thing, of course. Democracy is a good word. But the problem is, democracy. Mais le problème, c'est que la démocratie représentait autrefois un progrès. Mais aujourd'hui, l'Occident, surtout aux États-Unis, je veux dire, le système politique démocratique à l'américaine, est un peu dépassé. Donc, le monde a besoin d'une mise à niveau et d'un système politique révolutionnaire. Et le quatrième niveau, c'est un grand changement qui ne s'est pas produit depuis 200 ans. C'est-à-dire que, depuis le 19e siècle, le système de division académique des universités établi en Occident est aujourd'hui confronté à une énorme crise. Nous travaillons tous les deux à l'université. Il est très évident pour nous qu'aujourd'hui, les grandes disciplines, par exemple l'économie, n'expliquent plus très bien les phénomènes économiques. Et la science politique n'explique plus très bien les phénomènes politiques. Et la sociologie ne peut pas très bien expliquer les phénomènes sociaux, et ainsi de suite. Donc, à mon avis, le monde académique est confronté à une refonte sans précédent des connaissances. Et enfin, le cinquième et dernier point est un grand changement qui ne s'est pas produit depuis 100 ans. C'est le système international. Car il y a 100 ans, le système international était centré sur l'Atlantique Nord comme centre de pouvoir depuis le début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, le système international, le système de pouvoir, voit son centre se déplacer vers le Pacifique Ouest, qui devient le nouveau centre. Je pense donc que ce sont là les 5 niveaux. Pour faire simple, il y a le changement civilisationnel qui ne s'est pas produit depuis 500 ans, le changement technologique qui ne s'est pas produit depuis 400 ans, le changement institutionnel qui ne s'est pas produit depuis 300 ans, le changement des connaissances dans les universités qui ne s'est pas produit depuis 200 ans, et le changement de pouvoir qui ne s'est pas produit depuis 100 ans. Voilà donc ma compréhension systémique de l'actuel système complexe. Et bien sûr, je pense, comme vous l'avez mentionné, que certaines personnes expliquent souvent le soi-disant changement sans précédent du siècle, simplement comme le déclin de l'Occident ou le déclin des États-Unis. Je pense que ce n'est qu'une partie du phénomène. Nous devons examiner ce changement majeur sur 100 ans sous un angle plus complexe, car il s'agit aujourd'hui d'une évolution internationale très compliquée. Il ne s'agit pas seulement de la structure du pouvoir entre les grandes puissances, y compris le déclin des États-Unis, mais aussi de changements au niveau technologique, au niveau des connaissances, au niveau institutionnel et au niveau civilisationnel. Le président Xi a mentionné ce terme, et il est désormais très populaire et très important en Chine. Donc, si vous voulez comprendre ce que la Chine pense actuellement, je pense que vous pouvez commencer par ce terme. Je pense qu'il est important d'adopter cette vision plus large, parce que souvent, vous savez, on se concentre sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, en se demandant quel pays est le plus. Vous savez, est-ce que la Chine remplace les États-Unis en tant que première économie mondiale? Mais cela devient très réducteur si l'on ne regarde pas les 500 dernières années en termes de connexion du monde, des liens financiers et, comme vous l'avez dit, des technologies également. Nous avons connu des révolutions industrielles par le passé, mais bien sûr, automatiser le cognitif est aussi quelque chose de très différent. Quoi qu'il en soit, je voulais faire avancer un peu la discussion vers le contexte plus spécifique de la Chine, car compte tenu de tous ces changements majeurs en cours, comment cela se traduit-il en termes d'objectifs et de priorités de politique étrangère? Qu'est-ce que la Chine cherche à promouvoir? Parce que là encore, tous ces changements qui se produisent en même temps sont très perturbateurs, et il est aussi dans l'intérêt de la Chine
de s'assurer que ces perturbations soient gérées de manière ordonnée et pacifique. Donc, quels sont les objectifs de la Chine, selon vous? What are the objectives of China, I guess? Well, I think this is a very, very important question. Eh bien, je pense que c'est une question très très importante pour comprendre la situation actuelle en Chine. Mais je dois dire que, comme vous l'avez mentionné, l'objectif principal ou la politique étrangère de la Chine n'a jamais changé, à savoir réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Pourquoi est-ce que j'en parle? Je pense que si l'on comprend l'histoire de la Chine au cours des 100 dernières années, il devient facile de voir à quel point le désir de renouveau national est fort chez le peuple chinois. Depuis la guerre de l'opium, en 1840, je ne sais pas si vous le savez, presque toutes les puissances occidentales ont envahi la Chine à cette époque. Je veux dire, depuis la guerre de l'opium en 1840, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, et même l'Autriche, même l'Inde, a envahi la Chine à la fin du 19e siècle. Au XXe siècle, le Japon a envahi la Chine. Et de 1931 à 1945, pendant ces 14 années, la guerre de résistance de la Chine contre le Japon a coûté plus de 30 millions de victimes. À Nankin, en décembre 1937, les envahisseurs japonais ont massacré 300 000 Chinois en seulement 6 semaines. En regardant cette période, c'est tout simplement incroyable. Pour tous les Chinois, c'est un très mauvais souvenir, un souvenir vraiment, vraiment douloureux. Et toujours depuis l'enfance, chaque Chinois, quand nous sommes à l'école primaire, l'enseignant nous dit, chaque Chinois entend, l'histoire a appris aux Chinois que le retard sera puni. Si vous êtes très faible, vous serez battu. Vous devez donc devenir une nation forte. Je pense qu'être un pays puissant est une garantie fondamentale pour la sécurité nationale et le développement. Regardez la Palestine aujourd'hui. Regardez l'Afghanistan. Regardez l'Irak il y a 20 ans, ou la Libye il y a 10 ou 15 ans. Tant de leçons négatives enseignent au peuple chinois chaque année, chaque mois, chaque jour. C'est pourquoi nous nous souvenons qu'en 1949, le président Mao Zedong a déclaré sur la tour de Tiananmen « Le peuple chinois s'est levé ». Ces mots, vous savez, sont diffusés à la télévision chaque fête nationale, avec la voix du président Mao. Ainsi, depuis 76 ans, la Chine travaille dur pour le renouveau national. Aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale et n'a pas renoncé à ce rêve. Nous poursuivrons ce rêve de renouveau national. Mais d'un autre côté, la Chine ne souhaite pas devenir une nation animée par la vengeance. De plus, la Chine ne veut pas répéter l'histoire selon laquelle un pays puissant doit forcément être hégémonique, ou que les forts oppriment les faibles. Nous ne voulons pas répéter cela. Certaines personnes en Chine, ou plutôt, et je veux dire, certaines personnes dans le monde, en particulier en Occident, pensent toujours que la Chine envahirait d'autres pays lorsqu'elle deviendrait plus forte. Je pense que c'est parce qu'ils jugent les autres selon leurs propres critères, ce qui reflète leur propre histoire sombre, car eux-mêmes ont agi ainsi par le passé. Ils pensent donc que la Chine ferait la même chose à l'avenir. Nous disons souvent que si l'on regarde les 76 dernières années, pendant la période de Mao Zedong, la Chine a résolu le problème d'être battue. Et pendant la période de Deng Xiaoping, depuis les années 1980, la Chine a résolu le problème de la famine. Aujourd'hui, sous la présidence de Xi Jinping, nous devons résoudre le problème d'être critiqués, c'est-à-dire gagner plus de respect dans le monde. C'est pourquoi, au cours des 10 dernières années, la Chine a proposé l'initiative La ceinture et la route, l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale. De plus, nous souhaitons promouvoir
la construction d'une communauté de destin partagée pour l'humanité, dans l'espoir de rendre une Chine forte, davantage respectée. De ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, la priorité actuelle de la politique étrangère chinoise est de savoir comment apporter une plus grande contribution au monde futur à travers une série d'efforts de coopération, obtenir davantage de respect de la part du monde, puis réaliser le renouveau national. Je pense que ce processus n'est pas facile. Certains pays ne comprennent pas la philosophie diplomatique de la Chine et cherchent même à la contenir. Je pense qu'à ce moment-là, la Chine ne peut qu'être contrainte de riposter contre eux. Mais le problème, comme je l'ai mentionné, c'est que la lutte n'est qu'une méthodologie, et la coopération est notre objectif final, notre but. C'est pourquoi nous pouvons constater qu'au fil des années, la Chine a riposté, s'est opposée à certaines forces politiques occidentales, y compris le gouvernement américain aujourd'hui. Mais la Chine n'évite pas de coopérer avec tous les pays, y compris le gouvernement des États-Unis. Par exemple, si Trump veut coopérer avec nous, nous pouvons coopérer avec eux. Mais si Trump veut continuer à nous contenir, nous devons riposter. Je pense donc que c'est la priorité de la Chine. Promouvoir un comportement durable et maintenir un esprit de travail durable pour notre renouveau national. Je pense qu'il est important, comme vous l'avez souligné, de voir comment la défaite et la destruction de la Chine au milieu du 19e siècle ont marqué la conscience nationale et influencent encore aujourd'hui ces modèles de développement. Ce qui est intéressant cependant, c'est que cela s'est produit à la même époque pour la Russie et la Chine. Si l'on regarde le milieu du 19e siècle, c'est à ce moment-là que les Britanniques et les Français ont envahi la Crimée lors de la guerre de Crimée en 1853, ce qui a eu un impact immense, car c'est aussi à ce moment qu'ils ont compris la nécessité de s'industrialiser, ayant constaté le coût de la faiblesse. Bien sûr, cela coïncide avec la période des guerres de l'opium contre la Chine. Dans ce contexte, il semble que le principal partenariat stratégique qui contribue aujourd'hui à façonner ce nouveau système international soit celui entre la Chine et la Russie. Selon vous, quelle est la nature du partenariat sino-russe et sur quoi repose sa durabilité et sa force? Oui, je pense que c'est une question très populaire dans les médias publics internationaux. Je pense que certains médias occidentaux considèrent souvent que la relation entre la Chine et la Russie est celle d'alliés. Je pense que cela relève d'une certaine conception issue de la théorie des relations internationales. À leurs yeux, la relation entre les pays se résume simplement à des alliés ou à des adversaires et ennemis. En réalité, la relation sino-russe dépasse largement le cadre de la théorie occidentale des relations internationales. En fait, comme nous le savons tous, dans le discours diplomatique chinois, la relation entre la Chine et la Russie est décrite comme celle de bons amis, de bons partenaires et de bons voisins, sans former de petits cercles. Le précédent bon leadership est tout à fait compréhensible. Mais la théorie occidentale des relations internationales ne peut pas comprendre un leadership qui ne s'engage pas dans des petits cercles. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que ne pas s'engager dans des cercles restreints signifie que vous ne souhaitez pas considérer quelqu'un comme un ennemi imaginaire ou créer votre propre système d'alliances exclusives. La coopération entre la Chine et la Russie vise davantage leur propre intérêt et un meilleur développement commun. C'est à la fois le résultat d'une expérience accumulée et d'un choix rationnel. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais la Chine et la Russie partagent une frontière de plus de 4000 kilomètres. Depuis 15 ou 20 ans, il n'y a plus de troupes stationnées à la frontière, ce qui permet aux deux pays d'économiser beaucoup de dépenses militaires. Mais d'un autre côté,
si la Chine et la Russie formaient une alliance contre un autre pays, alors le monde répéterait la guerre froide, voire les erreurs de guerre mondiale. Je pense donc que la relation entre la Chine et la Russie représente un nouveau paradigme des relations entre grandes puissances. C'est une innovation qui dépasse la pratique des relations internationales occidentales depuis le XVIIe siècle. Bien sûr, certains disent que la Chine soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À mon avis, c'est absurde. On ne peut pas considérer le commerce normal et légal entre deux puissances souveraines comme un soutien de la Chine à l'opération militaire spéciale de la Russie. Si l'on regarde les chiffres, au cours des 3 dernières années, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Ukraine a augmenté de plus de 20% par an. Pourquoi ces personnes ne disent-elles pas que la Chine soutient l'Ukraine? C'est très intéressant. Donc, à partir de là, je pense que, pour que certains comprennent plus globalement la relation sino-russe, ils doivent acquérir davantage de connaissances et de sagesse. Oui. Eh bien, vous avez mentionné plus tôt les efforts américains pour faire s'effondrer l'économie chinoise et le fait que la Chine pourrait devoir riposter. Cela m'amène à ma dernière question, qui concerne les efforts des États-Unis pour empêcher l'ascension de la Chine, ce dont ils parlent désormais très ouvertement. Je pense que par le passé, cela a été toujours dissimulé sous forme de sanctions pour violation des droits de l'homme, steps on arm, mais aujourd'hui, il y a plus d'honnêteté. Ils disent, eh bien, nous devons stopper l'ascension de la Chine, alors trouvons un moyen d'enrayer le système. Mais ils s'attaquent principalement au secteur technologique chinois, dans une moindre mesure à la finance, mais aussi peut-être à l'avenir, en perturbant les voies maritimes et autres corridors de transport, ce qui explique pourquoi la Chine s'inquiète toujours de ces deux chaînes d'îles. Maintenant, que se passe-t-il dans la guerre commerciale? Pensez-vous que la Chine soit capable de répondre et de s'adapter à ces défis? Riposte-t-elle ou se venge-t-elle d'une manière ou d'une autre? Désolé, c'était une question très longue, professeur. Je sais que vous êtes un professionnel des études internationales. Vous savez tout, mais je vais simplement vous donner mon point de vue en tant que chercheur chinois. En réalité, les États-Unis se concentrent désormais sur l'utilisation de la technologie et de la finance pour contenir la Chine, ce qui reflète en soi le déclin des États-Unis. Pourquoi dis-je cela? Parce que le fait que les États-Unis n'osent pas utiliser de moyens militaires ou déclencher une guerre pour contenir la Chine prouve la solidité de la sécurité et de la défense chinoise. C'est donc une raison importante pour laquelle je reste confiant dans cette phase de la guerre commerciale. En ce qui concerne la guerre commerciale, j'ai rédigé 2 articles ayant eu une large influence internationale dès le début de cette année. L'un s'intitule « Pourquoi les États-Unis ne peuvent pas gagner la guerre commerciale contre la Chine ?» et l'autre « Merci Trump, rendez sa grandeur à la Chine ». Ces articles ont été repris par des médias dans près de 20 pays. Et les progrès actuels confirment mon jugement, car cela fait 7 ans depuis le lancement de Trump 1.0, la première guerre commerciale et technologique contre la Chine en 2018. Trump a perdu la dernière manche de la guerre commerciale et technologique contre la Chine. Il n'a ni découplé la relation commerciale sino-américaine, ni réduit l'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis, ni même vaincu Huawei. Au contraire, la valeur totale des échanges entre la Chine et les États-Unis est restée au-dessus de 650 milliards de dollars par an au cours des 7 dernières années, soit plus qu'en 2018. L'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis est également resté autour de 400 milliards de dollars, là encore plus qu'en 2018. Et Huawei est aujourd'hui bien plus puissant qu'en 2018. Cela prouve donc que Trump a été défait au cours des 7 dernières années.
Et cette année, la Chine est revenue au pouvoir, et la guerre commerciale ainsi que la guerre technologique contre la Chine se sont intensifiées. Mais cette ancienne approche a clairement échoué. La raison principale réside dans la puissance de l'industrie manufacturière chinoise. Actuellement, la valeur de la production industrielle de la Chine est 2 fois supérieure à celle des États-Unis. Selon les statistiques, la Chine représente 30% de la production industrielle mondiale et environ la moitié des produits importés par les États-Unis depuis la Chine ne peuvent pas trouver de meilleures alternatives. De ce point de vue, les États-Unis ont plus besoin des produits chinois que la Chine n'a besoin du marché américain. C'est pourquoi je pense que nous avons pleinement confiance dans cette guerre commerciale. Mais bien sûr, j'admets que la guerre commerciale a effectivement exercé une pression extérieure sur la Chine. Mais les Chinois sont aujourd'hui très unis. Nous n'abandonnerons jamais, car la Chine dispose de nombreux moyens pour résoudre le problème des exportations. D'une part, la Chine cherche à conquérir de nouveaux marchés internationaux, comme l'ASEAN, l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, la Russie, l'Asie centrale, etc. D'autre part, comme vous le savez peut-être, la Chine intensifie ses efforts pour stimuler la consommation intérieure. Je peux vous faire le calcul. Actuellement, l'épargne moyenne par habitant en Chine est de 110 000 yuan, soit 14 000 $ américains. C'est l'épargne moyenne de chaque Chinois. Les exportations annuelles de la Chine vers les États-Unis s'élèvent à environ, laissez-moi réfléchir, les exportations annuelles de la Chine vers les États-Unis s'élèvent à peut-être 500 milliards de dollars américains. Cela signifie donc que si les 1,4 milliard de Chinois dépensent 350 $ américains de plus par habitant, ils peuvent entièrement absorber les produits destinés aux États-Unis. À partir de là, on voit que la Chine est très résiliente et que les Chinois sont très unis dans cette guerre commerciale. En revanche, les contradictions externes des États-Unis sont énormes et la lutte politique y est très intense. Par conséquent, ma conclusion ne changera pas. Les États-Unis perdront à nouveau la guerre commerciale. Et l'avenir, je pense, viendra définitivement confirmer mon point de vue. Oui, eh bien, il semble effectivement que la Chine soit capable de se diversifier à cet égard. J'aurais aimé avoir votre avis sur les BRICS, mais nous manquons de temps, alors j'espère pouvoir vous inviter à nouveau à l'avenir pour en discuter. Merci beaucoup pour votre temps, je vous en suis reconnaissant. Merci. Merci, Dr. Tingshan. Vous êtes tellement modeste. Je sais que vous savez tout, mais je voulais simplement que vous partagiez votre point de vue sur la Chine. Merci encore. J'espère vous revoir dans n'importe quel pays. Et soyez le bienvenu à Pékin. J'ai hâte d'y être. Merci. Je te verrai probablement en septembre de toute façon. Oui. D'accord, merci beaucoup.